Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Renforcement des capacités des PME évoluant dans le secteur minier à travers le ministère des Mines et de la Géologie, la bourse de sous-traitance et partenaires désire accompagner les entreprises locales dans leur activité. Lancement ce matin sur toute l'étendue du territoire national des examens de sortie au compte de l'enseignement technique et de la formation professionnelle placée sous le signe de la rigueur. Cette session 2019 veut sélectionner les talents en vue de valoriser davantage les branches techniques. Et puis le deuxième match du Sili national de Guinée est attendu par les Guinéens. Le 11 national multiplie les entraînements pour sortir vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre la télévision nationale. Et puis ce message départ avant de commencer. Destiné à son Altesse éminentissime Fra Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, grand maître de l'ordre souverain et militaire de Malte. Altesse éminentissime, à l'heureuse occasion de la célébration du 24 juin marquant la fête patronale Saint-Jean, j'ai l'immense joie de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations auxquelles je joins celles du peuple de Guinée et de son gouvernement. C'est aussi l'occasion pour moi de vous traduire toute la gratitude du peuple de Guinée à l'endroit de l'ordre souverain et militaire de Malte pour son soutien sans cesse aux efforts de développement de la Guinée, notamment dans le domaine de la santé. C'est le lieu et le moment de vous exprimer ma volonté et celle du gouvernement guinéen à œuvrer avec vous pour la consolidation et la diversification des relations historiques, d'amitié et de coopération existant entre l'ordre souverain et militaire de Malte et la République de Guinée. En vous renouvelant mes vœux ardents de vigoureuse santé et de succès continu pour vous-même ainsi que ceux de paix et de prospérité pour le peuple de Malte. Je vous prie d'accepter Altesse l'assurance de ma très haute considération. Signé professeur Alpha Condé, président de la République. Le renforcement des relations de la coopération entre le Libéria et la Guinée. Le président de la République a adressé une lettre d'invitation à son homologue du Libéria. La lettre a été présentée par la ministre guinéenne de la coopération internationale et de l'intégration africaine, Mamadi Gassama. La relation de coopération entre la Guinée et la République sœur du Libéria est au beau fixe. En témoigne cette visite de travail de la ministre de la Coopération internationale et de l'intégration africaine à Monrovia, dans la capitale libérienne. Dr Guéné Keita est porteuse d'une lettre d'invitation du chef de l'État, professeur Alpha Condé, à son homologue du Libéria. Le courrier parle des excellentes relations établies entre les deux pays frères, de la visite du ministre d'État libérien en Guinée il y a quelques jours, et également moi en tant qu'envoyé spécial, afin de venir inviter son Excellence le président du Libéria à une visite d'amitié et de fraternité en Guinée afin de discuter des possibilités de coopération grande entre les deux pays. Au-delà de la présentation de la lettre d'invitation, d'autres questions d'intérêt économique ont été également abordées. Tout ceci concourt à renforcer les liens des pays de la Mano River et des pays de la CEDEAO. La Guinée et le Libéria sont frères et amis, ils sont proches, ils ont les communautés de civilisation et de population. Nous avons en commun 5 langues nationales et ce n'est pas commun. C'est l'un des rares pays au monde où il y a 5 langues nationales entre nous. Donc c'est pour renforcer cela, les questions de transport, les questions d'accessibilité entre les deux pays, entre autres questions. Avec la communauté guinéenne vivant à Monrovia, Dr Guéné Keita a mis l'occasion à profit pour transmettre le message de paix et d'unité du chef de l'État. Elle a également exhorté nos compatriotes au respect des lois et principes qui régissent la législation libérienne. Information et sensibilisation des entreprises locales évoluant dans le secteur minier pour promouvoir les opportunités qu'offrent les multinationales en termes de marché. Initié par la bourse de sous-traitance, l'atelier organisé à cet effet a été présidé par le ministre des Mines et de la Géologie. Fallait le dialogue, nous signe ce reportage.
La bourse de sous-traitance et partenariat est une plateforme qui met en relation les petites et moyennes entreprises locales en quête de marché, les grandes entreprises ou multinationales. Pour cette première opération, l'accent est mis sur le secteur minier qui a connu une forte croissance ces dernières années en Guinée. Cette initiative est partie de la mise en place de la bourse de sous-traitance qui a pour vocation d'améliorer la compétitivité des entreprises locales à travers notamment l'accès à l'information, le renforcement des capacités, l'accès au financement et la création des partenariats. Donc cet atelier s'inscrit dans notre mission de renforcement de capacités pour outiller nos PME pour qu'elles soient plus compétitives et qu'elles puissent réellement bénéficier de cette richesse et de ce boom minier qui enrichisse notre pays aujourd'hui. Pour le gouvernement, le fort taux d'investissement dans le secteur minier doit aussi bénéficier aux collectivités locales. Aujourd'hui, la promotion des petites et moyennes entreprises est fortement encouragée à travers le respect du contenu local. Pour ce qui concerne les entreprises locales, le premier niveau, c'est bien sûr le fait que ces entreprises aient plus de chances d'accéder aux opportunités d'affaires dans le secteur minier avec tout ce que cela comporte comme revenus pour ces entreprises, comme ressources pour ces entreprises-là, pour leur développement futur. Et deuxièmement, il est fondamental de voir l'accès à ces marchés-là comme étant un point de départ pour ces entreprises-là qui auront des capacités plus renforcées et qui seront donc en mesure de mieux vendre leurs services dans les autres secteurs de l'économie et même au-delà de la Guinée. Cet exercice est aussi une opportunité pour les entreprises guinéennes d'avoir un contact direct avec les géants miniers, pour ainsi décrocher des marchés selon les normes standards et prérequis de la sous-traitance minière. Souvent, les entreprises guinéennes sont défavorisées au prétexte qu'elles n'aient pas le niveau. Mais personne n'a le niveau d'entrée de jeu. Il faut que les entreprises soient accompagnées par le gouvernement, accompagnées par les structures de financement et je dirais de mise à niveau, afin que les entreprises guinéennes aussi aient accès à ces marchés, pas que les petits marchés, pas que des marchés de sous-traitance, mais des marchés directs. À travers cette initiative, la bourse de sous-traitance et partenariat entend contribuer à l'amélioration de la productivité, la compétence des entreprises locales, mais surtout faciliter la création de partenariats et l'accès des PME locales aux opportunités d'affaires sur le marché. Dans l'actualité également, réforme du foncier urbain, la Guinée vers la mise en place de l'opérationnalisation du guichet unique du foncier. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire entend explorer des mécanismes pour améliorer les procédures et pratiques déjà existantes pour obtenir un titre foncier ou un permis de construire. Des précisions avec Sarah Martin Fancinado. Selon les techniciens du département de la ville et de l'aménagement du territoire, seulement 2,5 à 3% des propriétaires terriens possèdent des titres fonciers. Cette faible statistique s'explique par la lourdeur des procédures d'obtention des documents administratifs. À cela s'ajoute le coût de traitement des dossiers. Face à cette problématique foncière, les décideurs du secteur en charge de la gestion des sols, en collaboration avec les autorités du ministère des Investissements et du partenariat public-privé et de la Société financière internationale, entendent améliorer les procédures pratiquées pour l'obtention du titre de propriété et du permis de construire, ainsi que l'impact de l'opérationnalisation du guichet unique du foncier sur le climat des affaires. Poser ce diagnostic-là aujourd'hui nous permet d'avoir une feuille de route, nous permet en tout cas d'avoir une ligne précise. D'abord définir ce qu'il y a comme difficulté qui fait aujourd'hui que le Guinéen ne court pas vers l'obtention des documents, mais aussi quelles sont les mesures, quelles sont les possibilités que nous pouvons offrir à cette population, en tout cas à ces propriétaires terriens, pour qu'ils comprennent que le gouvernement aujourd'hui non seulement veut améliorer le cadre de vie, mais aussi tient essentiellement à ce que l'ensemble des propriétaires terriens puissent venir sans difficulté à obtenir des documents. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire d'ici 5 ans passer de 2,5% à 30%. Et au niveau du foncier, c'est extrêmement important qu'il y ait un guichet unique du foncier et de la construction qui va permettre d'avoir qui va faciliter les démarches, permettre plus d'efficacité et ça va aussi apporter de la transparence
ainsi que le foncier ne devienne plus un facteur bloquant pour l'amélioration des climats des affaires. À cette rencontre, les autorités des secteurs associés dénoncent aussi le manque de synergie entre les différents intervenants, d'où leur invitation aux autres professionnels, notaires, géomètres, experts, avocats, aménagistes et urbanistes pour leur implication aux côtés de la conservation foncière dans le traitement rapide et la sécurisation des actes de propriété. La première recommandation, c'est de pouvoir aujourd'hui, comme on le dit, dématérialiser tous les outils de planification qui existent, tant pour le milieu urbain que pour le milieu rural. Ensuite, il faut le renforcement des capacités, si vous voulez, du personnel. Et par la suite, il faut opérationnaliser tous ces outils que nous avons créés. Les échanges sont donc engagés pour permettre aux différents acteurs du foncier d'harmoniser leurs efforts pour l'opérationnalisation effective du guichet unique du foncier en Guinée. Dans un autre registre, les épreuves et les examens de sortie dans l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont été lancés ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats ont été appelés à s'armer de courage et redoubler d'efforts puisque cette session 2019 entend sélectionner les meilleurs. Valérie Talémanin, reportage. Lundi, une journée de forte concentration pour les élèves des écoles techniques et professionnelles. Sur l'ensemble du territoire national, les épreuves des examens de sortie session 2019 sont lancées. En région forestière, 1854 candidats repartis dans 6 centres affrontent ces épreuves. Les élèves de l'école des sages-femmes se penchent sur les conséquences du mariage précoce. Le ministre de tutelle, en séjour dans la région, insiste sur la rigueur pour livrer à la nation des ouvriers compétents. Si nous voulons vraiment construire un État solide, il faut qu'il y ait une formation solide, une formation de qualité. Il faut que les jeunes qui sortent soient vraiment à la hauteur. C'est pourquoi je demande aux surveillants, aux enseignants, beaucoup de rigueur pour que nous puissions obtenir cette qualité pour le bonheur de notre école, pour le bonheur de la classe ouvrière de demain. Du côté de la savane guinéenne, ce sont 1680 candidats qui passeront ces évaluations de fin de cycle au compte de la formation technique et professionnelle. À 8h30, le chef du département de l'éducation nationale donne le coup d'envoi des examens. Là, le mot d'ordre est l'observation de la rigueur. Ces examens de sortie des écoles professionnelles au CFP et au chemin de Cancan ont démarré dans de très bonnes conditions. Les élèves sont installés et les épreuves théoriques et pratiques ont démarré. C'est par la valeur intrinsèque seule que chaque candidat pourra sortir de cette formation avec des compétences avérées. À Conakry, c'est la commune de Kaloum qui est à l'honneur. 2 centres accueillent les 484 apprenants pour ces examens. Il s'agit du Centre de formation professionnelle maritime et l'École nationale des instituteurs. Vous avez les filières mécaniques et d'autres liées au domaine maritime. Et donc je les ai encouragés dans cette voie et aussi qu'ils soient relax lorsqu'on fait l'examen. Bien sûr, il y a un peu de stress, ce qui est normal, mais le plus important, c'est de se concentrer sur les sujets et de faire en sorte qu'ils puissent réussir, puisque c'est un secteur porteur d'emploi. La demande y est. À ce jour, l'enseignement technique et la formation professionnelle offrent de grandes ouvertures dans le marché de l'emploi à cause de la spécialisation des apprenants. La Guinée, elle aussi, encourage les branches techniques pour minimiser le chômage des jeunes avec l'implantation de plusieurs projets et sociétés dans notre pays. Et puis le comité d'administration de l'autorité nationale d'assurance qualité a tenu sa 2e session. La rencontre a penché sur la validation du plan d'action 2020. Plus de 50 programmes d'enseignement sont visés pour leur accréditation. Francis Collier, Mfali Kamisoko, reportage.
L'autorité nationale d'assurance qualité dans l'enseignement et la recherche se prépare pour l'évaluation de plus de 50 nouveaux programmes. Le conseil d'administration, qui est l'organe de veille, réunit ses membres en session extraordinaire pour valider le plan d'action 2020. Des questions liées au fonctionnement de l'institution, aux moyens financiers et à la coopération sont au menu des travaux. Nous avons beaucoup d'universités privées, d'écoles professionnelles privées, mais aussi nous avons beaucoup d'écoles professionnelles et universités publiques au niveau de notre pays. Et l'ANAQ est chargée de s'occuper de l'amélioration de la qualité de ces différentes activités qui sont assez importantes, afin que nous puissions former des cadres compétents et compétitifs face au marché du travail, aussi bien national qu'international. Il y a des problèmes à tous les niveaux et il faut s'engager à l'évaluation pour savoir quels sont les programmes qui répondent ou quels sont ceux qui ne répondent pas et quels correctifs il faut apporter pour que nos diplômés qui sortent de nos établissements puissent être suffisamment compétents pour compétir sur le marché de l'emploi. Donc le plan d'action va être dirigé essentiellement vers ce processus d'évaluation. Au-delà de l'évaluation d'une cinquantaine de programmes que nous voulons pour l'année prochaine, nous allons faire d'autres activités propres à l'ANAQ, y compris la dématérialisation complète de notre système de gestion. L'institution fonctionne à travers 3 organes, à savoir le conseil d'administration, le conseil scientifique et le secrétariat exécutif. Pour la validation des programmes d'enseignement, des experts nationaux et étrangers travaillent pour que les universités respectent les normes internationales. Au compte de 2019, 11 programmes ont été accrédités par l'ANAQ, Autorité nationale d'assurance qualité. Avec plus de 50 programmes en 2020, le CA veut tout mettre en œuvre pour que la machine qualité fonctionne normalement. Direction Kindia poursuit la formation des policiers et autres agents de la protection civile axée sur la relation police-citoyen. Le but de cette formation est d'amener l'institution policière à se rapprocher de la population afin de mieux accomplir sa tâche régalienne. Moussa Bangoura. Kindia, la capitale de la Basse-Guinée. Ici, depuis quelques jours, officiers et commissaires de police se retrouvent pour s'approprier le processus d'introduction de la police de proximité dans une localité. C'est pour une meilleure protection des populations à la base. Ce sont des policiers jadis qui connaissent très bien les notions de police, mais c'est une complémentarité parce que en tant qu'un simple applicant, tu apprends pour toi-même. Mais si tu dois apprendre pour toi-même et pour communiquer pour les autres encore, il faut encore une autre session de formation pour te renouveler, pour que tu sois vraiment apte à communiquer. Nous, en tant qu'ONG, nous nous engageons à continuer à les accompagner sur la durée du projet, même au-delà. Pourquoi pas, si d'autres bailleurs s'intéressent encore à financer cette police de proximité, son extension sur l'étendue du territoire. À cette rencontre de Kindia, plusieurs modules de formation sont enseignés aux participants, notamment la fonction du nouvel organigramme des commissariats de police, le service de sécurité du quartier, la brigade d'information de la voie publique et le service de police judiciaire. Le but après c'est de leur donner un maximum de compétences et de connaissances pour pouvoir à leur tour plus tard enseigner aux policiers qui n'ont pas été formés parce qu'il y a une époque où il n'y avait pas eu beaucoup de formation pour les policiers en Guinée. Au retour dans leurs unités respectives, ces agents seront des formateurs référents. L'idée est d'assurer la pérennité de la police de proximité dans les différentes communes. Développement local dans la préfecture de Boké, la sous-préfecture de Kanfarandé bénéficie de plusieurs infrastructures grâce au projet de développement financé par l'ANAFIC. Les travaux de construction ont été officiellement lancés par le ministre de l'Information et de la Communication, Mamadou Salouba Aboubakar Souma. À 45 km de Boké, il faut plus d'une heure sur cette piste pour rallier la sous-préfecture de Kanfarandé. Dans cette localité côtière, appelée autrefois Victoria, vit une population cosmopolite. Ici, la pêche reste la principale activité de la communauté. Dans cette commune rurale, les édifices publics datent de la période coloniale. Grâce au projet de développement financé par l'ANAFIC,
La contrée bénéficie d'une école de 4 salles de classe, d'un bloc administratif et de la rénovation de cette école vieille de 72 ans. C'est une grande fierté pour moi, car moi je suis né à Kamfarandé il y a de cela 69 ans. C'est la première fois dans l'histoire de Kamfarandé que nous assistons à la pose de la pierre des édifices dignes de nom pour Kamfarandé, et ce qui va relancer vraiment l'économie de Kamfarandé. Je vis aujourd'hui avec la joie. Je vais dormir aujourd'hui avec la joie. Ma communauté aujourd'hui, ils sont contents. Ils sont contents non seulement l'implantation de l'infrastructure, ils sont contents la mobilisation du fonds. Pour relancer le développement dans cette collectivité du littoral, 1,5 milliard de francs guinéens seront investis. Le fonds servira à restaurer les édifices publics et à financer des micro-projets. C'est un appui historique au développement local, et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir ici à Kamfarandé, qui est une zone insulaire et dont l'accès est parfois assez compliqué, la ville n'est pas en reste de la réalisation des infrastructures sociales qui sont prévues dans le cadre de l'ANAFIC. Les projets de développement financés par l'ANAFIC donnent de l'espoir aux habitants de Kamfarandé. La sous-préfecture renoue avec le développement après plusieurs années d'attente. C'est pourquoi la communauté attache du prix à ce projet de développement. Dans le même dossier, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile était dans la région de Farana où il a procédé au lancement des travaux d'une série d'infrastructures. Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de la responsabilité sociétale du gouvernement de doter toutes les régions du pays d'infrastructures de base. Lancé Koulibaly. Le développement à la base est perceptible à Farana. Le lancement des travaux de construction du centre de santé de Tonkolonko dans la commune urbaine en est une illustration. Ce micro-projet, qui sera réalisé et équipé par l'Agence nationale de financement des collectivités pour un coût de plus de 680 millions de francs guinéens, va combler le déficit en la matière pour une population de plus de 70 000 habitants. Le chef d'État, le président de la République, professeur Alpha Condé, a pris l'initiative d'accompagner les élus dans leur programme. Les besoins exprimés maintenant par nos citoyens, c'est en fonction de ça que nous avons octroyé ce centre-là. Vous imaginez pour la commune urbaine de Farana, nous avons une population de 78 108. Il n'y a que 2 centres de santé. Donc aujourd'hui, la pose de la première pierre là, c'est un grand ouf de soulagement, non seulement pour les citoyens de ces 2 quartiers, mais pour la mairie. En lançant ces travaux, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a rassuré de la volonté du chef de l'État à créer un meilleur cadre de vie aux populations. C'est l'instant propice qui s'y est pour dire grand merci au chef de l'État, le professeur Alpha Condé. La construction de ce centre de santé est un joyau qu'on va faire aux populations de Farana, spécialement aux habitants de la localité de ce quartier de Tonkolonko, où les femmes et les enfants vont venir désormais se soigner. Dans le district de Silimini, commune rurale de Tindon, le lancement des travaux d'une école primaire de 3 classes avec direction et équipement grâce à un financement de l'ANAFIC pour un coût de plus de 490 millions de francs guinéens. Dans toutes ces localités, Alpha Ibrahima Kera a expliqué le bien fondé de l'initiative présidentielle à travers l'ANAFIC, notamment la mise à disposition des ressources issues de l'exploitation minière aux collectivités en vue de promouvoir le développement participatif. Sur Ensemble Guinée en bref, l'actualité condensée qui nous parvient sous forme de télégramme dans un commentaire de Abdoulaye Diallo. Depuis un certain temps, la préfecture d'Ifria est secouée par une crise sociale. En ses jours de travail dans cette cité de la Lumune, le président de l'Assemblée nationale sensibilise les populations sur la nécessité de préserver la paix, l'unité et la concorde nationale. L'honorable Claude Korikuntiano invite les habitants de cette cité cosmopolite, particulièrement les jeunes et les femmes, à enterrer la hache de guerre. Condition sine qua non pour tout développement durable.
Vous devez vous impliquer pour la paix à Fria parce que Fria doit être en paix. Si vous ne le faites pas, les investisseurs étrangers, parce que ceux qui investissent dans les mines ici, c'est de l'argent étranger. Comme on entend souvent le dire de la part des économistes, l'argent n'aime pas le bruit. Quelqu'un qui vient chez vous investir, si demain une simple petite discussion au niveau d'un couple se transforme en confrontation, n'est-ce pas, en dehors de la concession pour toucher tout le monde, se transforme en soulèvement, mais l'investisseur va préférer vraiment faire très attention. Cette association regroupe les hommes de médias publics et privés du pays qui ont visité la Chine ces dernières années. Au cours de leur séjour, ces journalistes et techniciens ont été épatés par le progrès enregistré par la Chine dans le domaine des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Pour matérialiser ce voyage d'études, ces journalistes ambitionnent de créer une association. Son objectif, renforcer les liens entre les hommes de médias guinéens et chinois. La Chine est un modèle, mais il faut s'y rendre pour comprendre. Aujourd'hui, en matière de développement, tout le monde le sait que la Chine est beaucoup en avance sur les pays émergents. Mais cela est dû à quoi? C'est dû au patriotisme, c'est dû à l'éducation, c'est dû au travail, c'est dû au respect de la loi. Et c'est ce que le Guinéen doit comprendre. Et on s'est donné pour objectif d'informer et sensibiliser les Guinéens sur ces différents points-là pour qu'on puisse décoller comme la Chine ou voire même plus que la Chine. Depuis plus de 2 mois, le ministère du Plan et du Développement économique et ses partenaires tentent de résoudre l'épineuse question de gestion efficiente des investissements publics en Guinée. Les solutions concourent à la mise en place d'une plateforme numérisée de gestion des investissements publics. Au terme de 2 rencontres, les participants disent avoir maîtrisé l'outil de gestion des investissements publics. Cette plateforme, en fait, c'est une application en réalité. Cette application qui va être accessible à tous les utilisateurs, que ce soit les départements techniques, les partenaires, les bénéficiaires, les ministères centraux. C'est un outil qui permet de collecter les informations, de les centraliser, de sortir des états d'analyse pour permettre à chacun, en fonction de sa demande, de produire les analyses correspondantes aux requêtes formulées. Culture à présent pour parler de la fête traditionnelle de la mare de Kouroura dans la préfecture de Kouroussa. Un patrimoine national vieux de plus de 500 ans profite de chaque année pour regrouper tous les fils et filles de la localité. Une opportunité pour lancer les travaux de la maison des jeunes de la localité. Alpha Isiakaba. À 25 km de la préfecture de Kouroussa, le village de Kourala. Ici, la principale activité des populations est l'agriculture. Dans cette localité, la tradition est encore vivace. Chaque année, la fête traditionnelle de la mare vieille de 518 ans est célébrée dans la zone. Avant les jours J, le village est animé par une ambiance festive. Chacun veut être le plus beau et les griots annoncent déjà les couleurs de la cérémonie avec tout son sens. La création de la mare, c'est plus de 500 ans. La mare a été créée. Donc à chaque fois qu'ils viennent, ça va leur pousser à réaliser ce jeu. Et puis ça va leur donner aussi beaucoup plus de motivation et beaucoup plus de courage. Des personnes venues de partout pour la circonstance. Nous sommes déjà dans la fête de la mare de Woriban. Tout le monde se dirige vers la place publique où se font des démonstrations magiques, puis à la mare qui se trouve à 2 km du village de Kourala.
J'ai eu beaucoup de poissons. Nous, c'est ce que nous connaissons. Chacun doit participer à cette fête. La particularité, c'est qu'on ne vient pas ici pour seulement pêcher. Ça nous permet d'être ensemble ici. Ça nous permet de conjuguer les mêmes verbes. Ça nous permet de s'unir ici. C'est un événement historique. Nous sommes nés, nous avons trouvé ces événements comme ça. Au cours de ces moments festifs, les fils ressortissants de Kourala saisissent l'occasion pour discuter des problèmes de développement de leur localité. Déjà, ils ont procédé à la pose de la première pierre de la maison des jeunes. Cette pose de la première pierre est consacrée à l'édification de la maison de la jeunesse dont on m'a montré la photo. Je prie Dieu que cette maison voit le jour le plus rapidement possible. Dans le Hamana, les fêtes de la mare sont les plus célébrées. Le village de Kourala et environ resteront en fête durant toute la semaine. Une manière pour les citoyens de renforcer les liens parentaux pour les bénéfices de toute la population de la cité de Kamaralai. À 2 jours de la sortie du Sili national de Guinée contre le Nigeria, les poulains du sélectionneur Paul Put intensifient les entraînements. Toutes les dispositions sont prises par le Sili afin de décrocher la victoire. Kadiatou Traoré est notre envoyé spécial. Après le match nul concédé contre Madagascar, l'heure est à la réorganisation au sein du Sili national. Ce dimanche soir, sur la pelouse du stade de l'Université d'Alexandrie, Paul Put a travaillé sur la finition devant les buts. Cette séance était consacrée aux joueurs qui n'ont pas pu jouer la veille. À part Nabi Keita et Mohamed Lamine Ouattara, le reste du groupe a fait le décrassage. Ce n'est pas un bon résultat pour nous. Nous, on voulait prendre 3 points pour bien rentrer dans le tournoi. Mais ça n'a pas été le cas. Je pense qu'on va tourner la page et on joue mercredi. Nous allons nous mettre au boulot pour les 2-3 jours là pour bien préparer le match contre le Nigeria. Nous allons tout faire le match contre le Nigeria pour le gagner. Le match là aussi c'est pas mal. Tu sais, le foot africain c'est pas facile. Voilà, mais on va tenir le coup parce qu'on est là pour ça. On va tout faire pour se qualifier. Pour les autorités sportives guinéennes présentes à Alexandrie, cette sortie du Sili n'est pas aussi mauvaise en soi. L'essentiel était de ne pas perdre ce match et il en appelle au patriotisme de chacun et de tous. Je voudrais que sur le ton du fair play, que les uns et les autres comprennent que le football c'est comme ça, une victoire, un nul et une défaite. Bien sûr que c'est dans une compétition, la compétition la plus grande du football en Afrique. Donc c'est pourquoi chaque match doit être pris au sérieux. On attendait mieux, mais c'est un nul qu'on a eu. Ça ne veut pas dire que tout est perdu. Moi j'invite le public sportif, les fans du Sili, à rester regroupés derrière le Sili pour sa deuxième et sa troisième sortie. Je crois fermement que nos jeunes peuvent faire mieux encore. Au soir du 19 juillet 2019, nous attendons le Sili national avec la Coupe d'Afrique des Nations. La balle est donc dans le camp des footballeurs pour en vue d'une réconciliation avec le public. La direction générale de la police nationale constate l'incivisme de certains supporters de l'équipe nationale guinéenne engagés à faire briller le tricolore guinéen en Égypte. Cela fait suite aux manifestations enregistrées dans les rues. Le porte-parole du ministère de la Sécurité et de la Protection civile nous donne les mesures prises par son département au micro de notre reporter Mourikaba. La direction générale de la police nationale a constaté avec amertume dans la journée du samedi 22 juin 2019 que des paisibles citoyens et des usagers de la route ont fait l'objet d'exactions à Conakry et périphérie. Ces exactions ont été commises par des bandits et autres loupards qui arboraient malheureusement par endroits notre sacré emblème, le tricolore guinéen, sous le prétexte de soutenir l'équipe nationale, le Sili de Guinée. Au cours de ces événements, des sochers ont été envahis, créant des troubles et le désordre sur les principales artères de la ville de Conakry et périphérie. Des pauvres femmes sur le chemin des marchés ont été dépossédées de leurs dépenses. Des véhicules des usagers endommagés. Les passagers agressés et dépouillés. Les femmes en travail n'ont pu être évacuées à temps.
et des biens publics et privés détruits. Face à cette situation déplorable, la Direction générale de la police nationale appelle les citoyens à la retenue, au respect des droits humains et attire l'attention des populations en général et des supporters du CILI en particulier, que notre équipe nationale a plutôt besoin à ce stade de prière et de bénédiction. Elle rappelle en fait que dans le cadre de l'accomplissement de sa mission régalienne de sécurisation des personnes et des biens, elle traitera désormais avec tolérance zéro des actes d'incivisme sur la voie publique. À cet effet, et à raison de ce qui précède, les mouvements de soutien sur la voie publique, notamment les cortèges, les sorties hasardeuses avec klaxon, sont fermement interdites durant la période de la compétition. Par contre, la Direction générale de la police nationale encourage et accompagne les mouvements statiques de soutien dans le respect, dans le calme et dans la discipline. Des instructions fermes sont données aux services déconcentrés de la Direction générale de la police nationale pour l'application stricte des présentes mesures qui visent essentiellement à sécuriser les citoyens et leurs biens, mais aussi au respect des droits fondamentaux des uns et des autres. Plein de mois à la mairie de Ratouma, 68 ans, celui qui dirigeait cette commune s'en est allé. Et Souleymane Taran Diallo est décédé tôt ce lundi matin à Conakry. Il laisse à sa famille et à ses collaborateurs le souvenir d'un homme de proximité. Mamadou Al-Fadal. Ce qu'on va valider ici aujourd'hui, ce qui va être appliqué dans nos communes, je suis certain que ce sera un plus pour la salubrité dans toutes les communes de Conakry. Alors qu'il avait encore plein de projets pour sa commune de cœur, à 68 ans, Souleymane Taran Diallo s'en est allé pour toujours. Les portes de la mairie de Ratouma qu'il dirigeait ne le verront plus arriver chaque matin. Diplômé en philosophie et linguistique, Taran était avant tout travailleur et fervent défenseur de la décentralisation. Nous perdons en lui un bon cadre, un bon patriote et en un mot, un bon Guinéen. Depuis sa disparition suite à une crise ce lundi à l'aube, dans une clinique de la capitale, le domicile de l'ex-maire de Ratouma refoule du monde. Sa famille politique, responsables administratifs et autres collaborateurs, tous déplorent une perte énorme pour le pays. J'ai passé la plus grande partie de ma vie avec lui. Et il sait ce que je veux, je sais ce qu'il veut aussi. C'était un confident. Nous avons grandi ensemble dans la même chambre. En tout cas, il a laissé son empreinte dans sa commune, dans son quartier et dans sa famille. Effondré. Et M. Taran était un grand monsieur. Il aimait ce pays-là. Et je peux dire que Ratouma a eu une grosse perte. La Guinée a eu une grosse perte. Vendredi, une cérémonie de reconnaissance nationale sera organisée en sa mémoire avant son inhumation, le même jour après la prière de 14 heures dans la commune de Ratouma qu'il aura toujours servi et aimé jusqu'au dernier souffle. Que son âme repose en paix. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Que le Tout-Puissant vous enveloppe de paix et de miséricorde. Bonsoir à tous.